Donc oui, moi je viens de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône. C'est quelque chose qui est quand même important dans le cas d'usage de l'arrosage connecté. Ça me paraît essentiel de le souligner. Donc voilà, d'abord, rappeler un certain nombre de constats. Effectivement, les Bouches-du-Rhône, pourquoi? Parce que ça nous ramène quand même au contexte environnemental actuel. On a parlé beaucoup de tout ce qui était évolution, voilà, hein, le trait de côte, euh, un certain nombre de sujets. Donc c'est important de rappeler ça. Le contexte économique aussi, qui a un gros impact sur les projets que nous menons. Et puis, évidemment aussi, une gestion de la ressource en eau à revoir, en fait, hein. Il faut qu'on sorte un petit peu euh, de l'empirisme de l'usage de l'eau pour l'arrosage. Et donc, ça veut dire se reposer aussi de nouvelles questions. Je veux aussi souligner le fait que notre conseil municipal a mis en place une délibération en septembre 2022 pour justement travailler en faveur des économies d'énergie et de ressources de manière plus globale. Donc on a un soutien politique important et ça c'est très important de le souligner. Les objectifs du projet, donc ils sont multiples. D'abord, on a envisagé les choses de manière très globale, c'est-à-dire qu'on a voulu, dès le début, voir à équiper l'ensemble du territoire. Et ça, c'est quelque chose qui semble être assez remarquable sur ce projet-là. On a retrouvé nulle part ailleurs ce niveau en tout cas cette ambition. Et ensuite, la question de l'outil connecté respectueux. Donc, Emmanuel en a beaucoup parlé. Et, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'intervenants qui ont parlé du LoRaWAN. On a décidé d'utiliser effectivement cette technologie aussi pour des questions évidemment de sobriété numérique, de frugalité aussi, c'est-à-dire essayer d'utiliser au maximum cette technologie autant que c'est possible, voilà, pour éviter de s'éparpiller et puis d'avoir quelque chose qui est commun à plusieurs cas d'usage. Donc voilà, c'est des choses qui sont essentielles de rappeler. Alors, on a choisi une solution qui s'appelle Green Citizen. Alors, il se trouve que c'est une société qui est basée à Marseille, pour le coup. Et ça a toute son importance aussi. Alors, d'abord, cette solution, elle n'est pas la seule, hein, mais en tout cas, elle répond aussi aux objectifs qu'on a exprimés. C'est-à-dire que dans nos recherches de solutions, voilà, on a eu plusieurs acteurs potentiels. Green Citizen en faisait effectivement partie aussi. Ce que nous apporte quand même en plus cette société, c'est qu'on a un conseil agronomique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va mettre en place le système d'arrosage connecté, on va avoir une approche agronomique de l'arrosage qu'on souhaite mettre en œuvre. Je vais vous démontrer ensuite un petit peu en quoi ça consiste. Et ensuite, effectivement, il y a quand même quelque chose d'important, c'est l'aspect ergonomique de l'application. On va toucher... Alors, moi, je suis du monde de l'informatique, hein, j'appartiens à la direction de l'innovation du numérique et des systèmes d'information, donc c'est quelque chose qui me parle. On a face à nous des agents de terrain qui sont du service des espaces verts, et à ce titre, ils ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, et donc on doit pouvoir les accompagner au mieux. Et le fait que l'application soit une application agréable, conviviale, évolutive, voilà, ça contribue aussi à les amener avec nous dans le projet et à les faire devenir force de proposition aussi. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Voilà, je voulais en venir assez rapidement sur les aspects concrets. Voilà, pour justifier d'abord l'interface, en tout cas. Donc on a plusieurs visions. Très rapidement, il va falloir faire attention à un certain nombre de choses, hein, notamment à la nomenclature des objets que nous mettons sur le terrain. Je vais vous expliquer après comment fonctionne le système. En tout cas, voilà, on a quelque chose qui est assez aéré, assez agréable à regarder. Très rapidement, on voit quand est-ce qu'on a des soucis. Voilà. Il y a une deuxième vision qui concerne la partie cartographique. Donc on peut se situer très rapidement avec une délimitation des zones, avec des pictogrammes différents qui vont permettre d'avoir une meilleure compréhension du terrain. Donc pour le coup, c'est la zone de l'hôtel de ville. C'est la zone à partir de laquelle nous avons décidé, c'est une zone sur laquelle nous avons fait nos tests pendant 1 an.
Pourquoi un an aussi? Ça, c'est important. C'est parce qu'on voulait voir un petit peu l'impact de la saisonnalité sur l'ensemble de ce projet. Donc, bon, voilà, hein, l'été, forcément, il fait très chaud, mais quid des autres saisons? Euh, je parlais tout à l'heure d'empirisme. Hop, je vais y revenir après. Euh, Avant, les espaces verts arrosaient un gazon 3 fois par semaine parce que c'était la norme, parce que c'était comme ça qu'on faisait. On arrose 3 fois par semaine. Je vais donner des chiffres un petit peu aberrants, mais c'est pour avoir une meilleure compréhension ensuite. On va arroser 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi, 70 minutes à chacune de ces journées, pour avoir un total au bout d'une semaine de 210 minutes d'arrosage. Euh, Quelle que soit la saison, alors du coup, on coupait pendant l'hiver, parce qu'on quand même on se disait que l'hiver, il n'y avait pas besoin d'arroser. Mais on arrosait comme ça au printemps, et puis on arrosait comme ça aussi à l'été et à l'automne. Euh, on sait très bien que les choses évoluent durant toute l'année, et donc forcément, on n'a pas la même qualité d'arrosage en fonction de ces saisons. Et puis ensuite, on a aussi dû combattre des lieux communs. Alors, les lieux communs, c'est de dire la détection de la fuite, elle se faisait à l'œil humain. En fait, c'était un petit peu ça. On a une tache jaune sur un gazon, bah, c'est qu'il y a une fuite en dessous, donc on va chercher la fuite à ce niveau-là. Ça, c'est le cas de la détection de la première fuite que nous avons eue. Alors, c'est sur une zone, c'est la zone de l'hôtel de ville, c'est la même zone que vous avez vue tout à l'heure en cartographie. Cette zone, nous l'avons équipée le 3 novembre. Et du jour où on l'a équipée, voilà, on a eu ce type de schéma, c'est-à-dire qu'un bâtonnet, c'est 1 heure. Et bah, toutes les heures, on voyait qu'il y avait une consommation de 500 litres voilà, qui se faisait. Il se trouve qu'au tout début, là, au 3 novembre, on a fait des tests d'arrosage. Donc on a arrosé la pelouse, etc. Puis on avait ouvert les regards. Et ce regard, après l'arrosage, se retrouvait être plein. Bon, c'est normal, me disaient les espaces verts. C'est normal, c'est parce que l'eau d'arrosage, par ruissellement, elle est descendue dans le regard. Donc le regard est plein, il n'y a pas de problème, demain ça sera sec. Le lendemain, on y retourne, rebelote, avant l'arrosage, le regard est toujours plein. Oui, mais c'est normal, me disait-il. Nous sommes à côté du canal de 40. Donc le canal de 40, qui est vraiment à proximité, hein, par capillarité, l'eau remonte dans le regard. Évidemment. Évidemment. Donc voilà, on se retrouve, vous voyez, enfin, je fabule pas quand je dis ce genre de choses. Et puis, bah, on a décidé quand même de couper l'arrivée du compteur, quand même, pour se donner l'arrivée d'eau. Hein. On l'a coupé manuellement, et puis, bah, miraculeusement, le regard s'est vidé. Ce qui nous a permis quand même voilà, de se lancer un petit peu dans la recherche, et puis dans le fait que on améliore ce qu'on mesure. Et donc très vite, on en a déduit que bah, y avait une fuite. Donc voilà, 500 litres à l'heure. Ce que vous voyez ici, sur une année, ça représente 2 piscines olympiques. Je vous parle d'un compteur, un compteur de test. Il faut savoir en plus que cette zone hôtel de ville n'était pas du tout identifiée comme étant une zone d'arrosage à problème concernant les fuites, puisque le réseau d'arrosage était relativement récent. Mais on avait une contrainte, c'est qu'on était en test, et on n'avait qu'une seule antenne LoRa, et à l'époque, elle était sur le toit de l'hôtel de ville, donc on est venu naturellement ici. À Martigues, on a 280 zones d'arrosage, donc 280 compteurs. Voilà, j'ai du mal à croire que sur notre première zone, on arrive à détecter une fuite, et que sur toutes les autres, il n'y en ait pas. Donc voilà, c'est vraiment symptomatique de ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, on va parler de l'arrosage agronomique. C'est là où... Mince, oui, non, c'est bon. C'est là où il y a une autre partie de l'économie d'eau qui va intervenir. L'arrosage agronomique, il se passe comment? On va positionner sur le terrain à des endroits stratégiques en fonction des milieux, en fonction aussi peut-être de la qualité du sol ou de l'ensoleillement. Voilà, on va positionner des sondes. Nous, on décide de superviser 4 types de végétaux, donc des gazons, des fleurs, des arbustes et des arbres. Et ces sondes vont devenir références pour les différentes zones d'arrosage. Donc, quand un programmateur doit déclencher son arrosage,
Vous vous souvenez, je vous ai dit 70 minutes tout à l'heure. Il va interroger la sonde. Il va interroger la sonde et la sonde va lui dire oui, il y a besoin d'arroser ou non, il n'y a pas besoin d'arroser. Parce que nous avons mis en place cette ligne orange là en bas qui est le seuil de déclenchement. Donc c'est là aussi où on a l'apport de notre l'aide de l'ingénieur agronome qui nous dit pour cette zone, il faut déclencher à tel seuil. Tout ça, c'est des études qui ont été faites au préalable par eux. Sauf que quand on fait un arrosage de 70 minutes et puis qu'on l'outrepasse, ça veut dire que la pelouse va souffrir pendant 3-4 jours, potentiellement, si ensuite il y a besoin d'un arrosage. Donc en fait, on a décidé de potentiellement arroser tous les jours, mais au lieu de 70 minutes, on va arroser 30 minutes. Ce qui va nous faire arriver quand même, à la fin, à ces 210 minutes. Donc les chiffres sont absolument faux, hein, mais c'est pour vous faire comprendre un petit peu la corrélation. On va avoir ces 210 minutes à la fin finalement, mais à chaque fois que notre sonde nous dira il n'y a pas besoin d'arroser, on aura gagné 1/7 de temps d'arrosage. Voilà. Et donc on en arrive à ce genre de résultat. Ce genre de résultat, donc chaque bâtonnet en haut, c'est un arrosage programmé. Quand il est vert, c'est qu'il a eu lieu. C'est plutôt l'inverse. Quand il est bleu, c'est qu'il a eu lieu. Et quand il est vert, c'est qu'il n'a pas eu lieu. Donc à chaque fois qu'on a un bâtonnet vert, c'est un arrosage qui n'a pas été fait. On est en plein mois de juillet. J'ai volontairement mis cette capture-là parce que vous voyez dans l'échelle du temps qui est en dessous du premier graphique, c'est vraiment là où on a le plus consommé. Et malgré le fait que nous soyons en juillet, vous voyez qu'on a économisé grosso modo un arrosage sur 2, 50% d'économie d'eau sur un mois de juillet, sur une année en plus où il a fait particulièrement chaud cette année. Donc voilà, et ensuite on voit l'impact en dessous, l'impact sur la courbe d'humidité dans le sol, où on voit qu'à chaque fois qu'il y a un arrosage, la courbe remonte. L'objectif, c'est vraiment d'être au plus proche de ce seuil de déclenchement. Et puis parfois, on a la survenue de pluie, donc qui nous remonte naturellement la courbe et qui nous fait gagner un jour naturellement. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est un lieu commun qu'il faut déconstruire. Alors là, pour le coup, ça a été le cas. La pluie a permis d'avoir un taux d'humidité suffisant. Malgré tout, parfois, il peut pleuvoir et ne pas... et devoir quand même arroser, parce que la pluie n'a pas été suffisante. Et c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre aussi, quoi. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. De Green Citizen, qui est à Marseille, c'est que on peut les voir très régulièrement. Et on peut leur dire un petit peu ce qu'on pense. Et je vous parlais tout à l'heure des agents de terrain qui pouvaient aussi donner leur avis. Et là, typiquement, on a une évolution à venir qui va avoir un impact relativement important dans la mesure où on a décidé d'équiper la sortie des compteurs connectés. Alors les compteurs sont connectés, c'est la régie des eaux à Martigues qui va nous fournir les données de consommation. Mais derrière, on a décidé de mettre une électrovanne, tout simplement parce qu'on part du constat que les périodes d'arrosage, les périodes en vert que vous voyez ici, sont des périodes souvent nocturnes. On n'arrose jamais la journée, hein, on ne va pas déranger les gens, on ne va pas les arroser pendant leur session de pique-nique, par exemple. Pourquoi est-ce que dans la partie assurée, le réseau est toujours sous pression? S'il y a une fuite, qu'elle soit détectée ou non, elle a lieu là. Donc pour éviter qu'il y ait une fuite, ou en tout cas, s'il y a une fuite, elle a finalement un impact réduit, on va couper l'électrovanne, donc l'arrivée d'eau, dans les périodes assurées. Voilà, c'était quelque chose qui nous paraissait important. Donc ça, c'est issu du terrain, c'est vraiment les agents des espaces verts qui ont émis cette hypothèse, et ça a été reçu par notre prestataire, et ils sont en train de travailler sur cette question-là. Juste en venir à la question de la vanne maîtresse, c'est le seul système qu'on va mettre et qui va couper le réseau d'eau à un moment donné. C'est-à-dire que c'est la seule action qu'on va avoir sur le système hydraulique. Voilà, tout le reste du système, c'est des sondes qu'on va mettre dans le sol, qui vont communiquer en LoRaWAN pour avoir le taux d'humidité dans le sol. C'est des programmateurs qui communiquent aussi en LoRaWAN, donc ils vont récupérer leurs informations via le LoRaWAN et qui sont couplés à des électrovannes qui sont déjà en place sur le terrain. Sur les solénoïdes. Et ensuite, tout simplement,
des vannes maîtresses qui vont être coupées, elles aussi, via un programmateur qu'on pourrait lui apporter au système. Voilà.